Peut-être sur Google Earth, ouais, éventuellement. Ouais, il y a cette carte-là qui montre le zonage. Alors, c'est les parcelles en rouge. Et on voit là la zone. Le bleu, en fait, c'est d'autres parcelles après qui vont être achetées, mais je voulais pas l'intégrer dans l'étude parce que ça compliquait. Mais voilà, ça va être des parcelles qui vont être, qui vont rentrer dans le projet après. Voilà. Euh, c'est une bonne question, je sais pas. Mais après, c'est vrai que souvent les terrains en friche, ils sont pas forcément aménagés pour être mis en culture directement, donc ça demande parfois un temps enfin, des aménagements. Euh, Bah en fait, c'est une maison qui va être sur le terrain en bleu, mais voilà. Ouais. On se demandait si la zone, elle était zone agricole à vocation longue durée ou parce Ouais, qu'on en fait, on elle est a... zone agricole dans le plan local d'urbanisme. Donc, en gros, c'est le plan local d'urbanisme, le document qui définit si une terre elle peut être construite ou pas. Donc, en l'état actuel, c'est pas constructible. Par contre, la particularité du plan local d'urbanisme, c'est qu'il est élaboré à l'échelon local, donc par la commune, et donc il peut être changé enfin, il peut être changé assez facilement. Alors voilà, il faut quand même savoir que s'il y a des consommations de terres agricoles, il y a quand même des organismes qui sont chargés de vérifier l'artificialisation. Mais en tout cas, en l'état, c'est pas constructible. Mais souvent, enfin, en tout cas, ce qui est clair pour l'acheteur là, spéculatif, c'est il pense, mais peut-être pas dans 2 3 ans, mais peut-être dans 10 ans, j'en sais rien, à ce que cette zone elle devienne constructible. Ouais, on va te dire 2 3 minutes pour terminer parce que voilà, Ok, ben merci à tous. Euh, et ben, je vais vous dire ce qui s'est passé. Euh, donc, sur le moyen d'intervention pour casser la vente, c'est bien ce qu'on a dit, enfin, dès le début, hein, c'est que le seul acteur qui peut intervenir sur des terres à vocation agricole, là en l'occurrence, c'est la SAFER. Mais pour le coup, la SAFER, elle est intervenue à la demande de l'agglomération pour donc casser la vente et demander une révision de prix. Euh, donc c'est l'agglomération qui a demandé ça, en sachant qu'à côté de ça, le conseil régional, il finance un dispositif de portage foncier, c'est-à-dire qu'il finance les frais liés quand la SAFER elle intervient, qu'elle achète le terrain et le temps de retrouver un repreneur, elle finance les frais liés à ça. Donc il y a eu le conseil régional qui est intervenu. Et je crois que la révision de prix, elle s'est faite en 2 fois. Et en fait, quand je vous disais au début 100 000 euros l'hectare, en fait, c'est 100 000 euros l'hectare, c'est le prix final, c'est-à-dire qu'il était encore plus élevé au début. Et ils n'ont pas réussi à aller en dessous de 200 000 euros l'hectare parce que, en gros, bah, c'est des questions voilà, de négociation et que le vendeur, il pouvait aussi retirer son bien. Et en gros, de toute façon, enfin, ils n'ont pas réussi à aller en dessous de ça. Donc, on voit aussi la limite de l'outil de révision de prix, même s'il existe. Euh, voilà, après, ce qui est donc sur l'acheteur, enfin en gros, donc là en gros on a réussi à casser la vente, à faire en sorte ces terres, elles puissent être données à un projet agricole. Et donc c'est là où ils ont fait appel à Terre de Liens et où il va falloir que je commence à dire ce que c'est Terre de Liens. C'est que Terre de Liens, c'est au départ une association qui s'est créée sur la question de comment aider l'installation de paysans et comment préserver des terres agricoles. Donc préserver dans le sens arrêter d'artificialiser les terres, mais aussi préserver la vocation nourricière, donc préserver voilà, la qualité des sols, de l'environnement par des productions respectueuses.
Et donc, on a développé toute une réflexion autour de la question de la propriété collective des terres. Donc, on a beaucoup travaillé au départ sur des groupements fonciers agricoles qui réunissent des citoyens ou des individus qui apportent des parts pour l'achat de fermes et l'aide à l'installation d'agriculteurs. Et puis, on a abouti à la création d'un outil national qui s'appelle aujourd'hui la foncière Terre de Liens et qui, lui, collecte de l'épargne citoyenne. Donc, c'est que de l'argent citoyen, d'individus pour acheter des terres. Donc, en gros, l'agglo, elle a demandé à Terre de Liens d'intervenir pour acheter. Alors je vais vous montrer le montage final. Donc en gros, donc je disais, il y a l'acheteur privé, il y a la SAFER qui est intervenue avec préemption, portage foncier financier par la région, et puis donc la foncière Terre de Liens qui est intervenue pour l'acquisition en fait de 2 hectares 7 et de 2 cabanons, en sachant qu'à côté de ça, donc c'est les parcelles en bleu que je vous montrais, c'est qu'après il y a eu une autre opportunité d'achat ici de 7000 m² et d'une maison d'habitation qui a été achetée par l'agglomération. Donc l'agglomération, elle a acheté 7000 m² plus une maison. La foncière Terre de Liens, elle a acheté les 2 hectares 7. Et donc cette acquisition-là, elle est financée par les citoyens locaux. Donc en gros, une part, c'est 100 euros. Donc on voit qu'il faut réunir 3200 parts à 100 euros pour réaliser l'acquisition. Bon, elle a pu se faire parce que en gros, la foncière avait déjà de l'argent en caisse, on va dire. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, on est bien parti sur un projet d'installation agricole, donc pour aider des agriculteurs qui étaient déjà installés dans le secteur, mais qui n'avaient pas qui avaient aucune sécurité sur les terres qu'ils avaient. Donc, c'est 2 maraîchers. Et voilà, le choix de l'acquisition par l'agglomération et par la foncière, on est vraiment dans l'idée que on soit avec des acteurs qui achètent et qui ne revendront pas, enfin qu'on sorte les terres de la spéculation. Donc là, on a l'agglomération qui est un acteur d'intérêt public et donc qui a affirmé la volonté de sanctuariser les terres agricoles, et la foncière Terre de Liens dont je vous parlais, qui elle de la même manière achète mais ne veut pas revendre, enfin elle ne le revend pas aux agriculteurs parce que l'idée c'est justement de sortir les terres de la spéculation. Oui, la question. Est-ce que tu peux parler dans le micro, ouais. Pardon. J'ai pas bien compris comment ça se passe le lien entre les citoyens et ouais, la foncière. Tu as dit citoyens locaux. Ouais. Comment alors, ça, est-ce que ils ont été sollicités à ce moment-là, du coup Donc en fait, la foncière, c'est un outil d'ampleur nationale qui a déjà collecté depuis 2008, qui collecte. Alors je vais peut-être vous donner quelques éléments de présentation de Terre de Liens. En gros, qui a collecté. Donc ça, c'est la carte des fermes Terre de Liens. Donc il y a une centaine de fermes qui ont été acquises depuis 2007. Et on a voilà, 30 millions d'euros qui ont été collectés via 7600 actionnaires, 85 fermes acquises. Donc en sachant que l'argent il est immobilisé, donc il y a une partie d'épargne qui était disponible par des gens qui avaient mis de l'argent non dédié, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas dit qu'ils voulaient pour un projet, et après à côté de ça il y a eu toute une communication locale financée par l'agglomération. Donc l'agglomération, elle a payé du temps de travail à Terre de Liens pour faire de la collecte. Ils ont beaucoup communiqué localement pour faire en sorte que les citoyens participent. Donc c'est-à-dire que chaque citoyen achète une ou plusieurs actions et donc deviennent détenteurs de parts de capital de la foncière. Et la foncière Terre de Liens, elle utilise cet argent pour acheter des terres agricoles. Voilà. Alors un élément qui est non négligeable, parce que il y a eu vraiment gros débat à Terre de Liens et ça faisait pas du tout consensus, la question du prix de l'achat, parce qu'en gros on a dit 300 000 euros. 300 000 euros, avec ça dans une autre zone on achète 50 hectares, une maison et puis des bâtiments, et on installe on peut installer plus. Donc c'était vraiment une question forte. Donc il y avait la question du prix par rapport à ce qu'on achète, et puis après c'est la question de oui, mais est-ce que en achetant ça, est-ce qu'on favorise pas la spéculation, parce qu'à partir du moment où on accepte un prix comme celui-là, on rentre aussi dans le jeu.
Et finalement, la posture, ça a été de dire qu'au niveau de Terre de Liens, on n'est pas seulement un outil qui achète, enfin une structure qui achète des fermes, mais on a aussi pour souhait de mobiliser les pouvoirs publics et aussi d'interpeller sur la question de la gouvernance du foncier en France et de pouvoir interpeller, donc par le biais de ce projet, de dire on met le pied dedans pour aussi interpeller, en sachant qu'on est aussi avec une collectivité Aubagne qui est fortement engagée. Voilà. Alors je vous montre peut-être sur le fonctionnement de Terre de Liens parce que c'est pas simple. Là vous le voyez. Ouais. Mmh. Et que après éventuellement il y ait la construction d'un logement d'habitation pour un agriculteur qui soit maraîcher dessus. Disons que je pense que la collectivité, elle voulait pas avoir à gérer une installation parce que quand elle devient propriétaire, et en gros, il faut qu'elle trouve un porteur de projet. Après, elle peut s'associer à des acteurs pour analyser les projets d'installation, mais quelque part, elle était déjà en lien avec Terre de Liens localement et elle savait son mode d'intervention. Elle s'est dit, on a un acteur qui a la capacité à acheter et en plus c'est dans l'esprit mobilisation citoyenne, et on va faire appel à l'AE. Et en même temps, Terre de Liens, la posture, c'est de dire oui, nous on veut bien intervenir, mais on n'intervient pas seul. Enfin, on veut pas non plus se substituer à la responsabilité de la collectivité. Donc après, c'est un équilibre à trouver. Là, l'équilibre qui a été trouvé, c'est que la collectivité, elle a acheté une partie, Terre de Liens a acheté une partie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions plus sur le montage du projet ? Oui. Plus général sur Terre de Liens. En fait, je me demande quels sont les garde-fous qui assurent que Terre de Liens, ça va pas devenir un propriétaire foncier privé qui fait ce qu'il veut avec la terre. Oui. Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une charte, donc vous voyez là, qui définit les projets qui sont soutenus par Terre de Liens. Donc on est sur des modes de production qui respectent l'homme et l'environnement. Donc je crois que c'est presque 90% des fermes qui sont labellisées en agriculture biologique, encourager des dynamiques collectives, etc. Donc on va dire la charte, elle cadre ça. Et après, il y a plusieurs aspects. C'est que dans la gouvernance de la foncière, alors je n'ai pas inséré le schéma là-dedans, mais en gros, souvent une société, parce que la foncière, c'est une structure privée, en effet, et en général, c'est les actionnaires, enfin, plus tu as d'argent et plus tu as le pouvoir de décision. Et donc là, le choix, il a été fait de déconnecter le pouvoir de décision et de le déléguer à une structure de gestion qui est composée de Terre de Liens, de la NEF, donc la NEF qui est une coopérative de finances éthiques. Et là, en ce moment, il y a une réflexion pour élargir le cercle de décision. Donc ça, c'est un des garde-fous, c'est que c'est pas les actionnaires qui décident. Et à côté de ça, il y a aussi, dans les statuts, un actionnaire ne peut pas avoir plus de 5%, donc ça empêche des prises de pouvoir. Et il y a aussi un conseil de surveillance qui, en gros, vérifie, qui est composé d'actionnaires et qui vérifie la bonne gestion de la structure. Voilà, donc ça, c'est les garde-fous, en sachant que qu'il y a aussi une question qui a été posée, c'est oui, mais si, parce qu'il y a la possibilité de retirer son argent, enfin, un actionnaire qui prend des parts, c'est une forme d'épargne, c'est pas du don. Et donc la personne, elle pourrait retirer son argent. Donc un des garde-fous, c'est qu'on a toujours 25% du capital qui est mis en réserve pour permettre le renouvellement des actionnaires. Voilà. Après, le modèle de Terre de Liens, il se base sur une autre structure qui s'appelle Habitat et Humanisme, qui a travaillé sur un même montage de structure dans le logement social, donc qui se fait depuis une vingtaine d'années. Voilà, après, comment dire, on n'est pas à l'abri de tout, ça c'est les garde-fous. Et après, il y a un autre élément qui est important, qui complexifie le mouvement Terre de Liens, mais qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire que, donc on a, je vous disais, la foncière, qui est l'outil d'investissement.
Et puis à côté de ça, donc on a des associations régionales qui, elles, sont chargées de l'animation des projets, de l'accompagnement des porteurs de projets, de l'accompagnement des collectivités, de la collecte locale, etc. Donc c'est vraiment, on va dire, la force vive, elle est locale. Et donc elle n'est pas déconnectée du terrain. Enfin, l'intervention elle est toujours liée à une présence sur le terrain. Et puis dès le départ de la réflexion, alors je crois que j'ai les chiffres là, donc l'association elle a été créée en 2003, donc il y a 10 ans, suite à de longues réflexions sur le sujet. Donc la foncière elle date de 2007, et dès le départ il y avait cette idée de préserver la vocation des terres sur le très très long terme. Et c'est vrai que la foncière, comme tu l'évoques, tu poses des questions de est-ce que, quels sont les garde-fous. Et dès le départ, une des idées qui avait émergé, c'était de dire le seul outil vraiment qui pourra garantir sur le très long terme que les biens ne seront pas revendus, qu'ils ne seront pas détournés, c'est d'obtenir une fondation reconnue d'utilité publique. Parce qu'en gros, la fondation, elle n'a pas, à partir du moment où elle a des biens, elle ne peut pas les revendre, elle n'a pas le droit de les revendre, et elle a pour obligation de se conformer aux volontés à ces principes de préservation de l'environnement, etc. Et elle a aussi, donc elle est reconnue d'utilité publique, donc c'est l'État qui dit qu'en gros, elle fait quelque chose que sinon l'État devrait faire. Et il y a un commissaire au gouvernement qui vérifie ça. Donc ça date de il y a un mois. On a obtenu la reconnaissance d'utilité publique et la création d'une fondation. Et donc, ça complexifie les projets. Donc on se retrouve avec 2 outils financiers. Un outil d'épargne citoyenne qui permet la mobilisation des citoyens via l'épargne. Et un outil fondation qui, lui, est plus institutionnel. Et qui pourra notamment recueillir de l'argent public. Et c'est pour ça que dans le schéma tout à l'heure que j'ai pas tout expliqué, mais c'est qu'il y a la Fondation Terre de Liens et potentiellement qui pourrait recevoir aussi de l'argent public et qui pourrait venir compléter l'achat. Mais comme c'était encore hypothétique jusqu'à il y a un mois, ça devient un peu plus plausible. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu en route. Ouais. Je me demandais, concernant l'épargne citoyenne, comment vous rémunérez cette épargne ? L'épargne, elle n'est pas rémunérée, il n'y a pas de taux d'intérêt. À la base, l'idée, c'est que les gens ne perdent pas d'argent en mettant leur épargne. C'est-à-dire que le prix de l'action il soit révisé en fonction de l'évolution du coût de la vie. Donc on n'indexe pas le prix des actions sur le prix de la terre, parce que sinon ça prendrait des mesures énormes et puis c'est pas du tout cohérent avec le projet de Terre de Liens. Mais par contre que les gens, que ça puisse être revu en fonction de l'évolution du coût de la vie. Donc par exemple, là, à la base c'était 100 €. Et la dernière Assemblée Générale, elle a validé une augmentation à 102 €. Donc l'action entre 2007 et 2013, elle est passée à 102 €. On n'est pas tout à fait dans l'évolution du coût. On est un peu en dessous, mais en tout cas, l'idée, c'est que les gens, ils perdent pas d'argent, mais qu'ils en gagnent pas non plus avec. Et après, sur un des aspects, c'est de se dire... certes, c'est pas un investissement rentable en termes de rémunération. Par contre, c'est clair que si on regarde les marchés financiers actuels, c'est un placement qui est un des plus sûrs en fait aujourd'hui. Cool. Il y a des réductions fiscales. Ouais, en fait, il y avait donc c'est la foncière Terre de Liens, elle est agréée entreprise solidaire, donc il y a un label qui est Finansol et qui fait que il y a des réductions d'impôts pour les gens qui placent leur argent. Donc il y avait 25% de réduction d'impôts. Alors il y a eu des plafonds. En fait, au départ, à Terre de Liens, ça a été hyper facile de collecter parce que on a collecté, au départ, on pensait collecter 1 million, on en a collecté 3, et puis après, on pensait en collecter 3, et puis on en a collecté 9. Puis au final, on se retrouve avec 30 millions d'euros de capital, et notamment parce qu'il y a des gens qui ont fait un placement pour bénéficier de la réduction d'impôt. Ça s'est arrêté en 2011 parce qu'il y a une nouvelle loi de finances qui a en gros plafonné le seuil, qui en gros il y avait tout un phénomène de niche fiscale et donc l'État a essayé de contrecarrer ça, et ce qui fait que avant par exemple on avait beaucoup d'investisseurs qui payaient l'impôt sur la fortune, donc des grands des gens qui avaient beaucoup d'argent. Aujourd'hui on le fait plus parce qu'on préfère, comme on a un plafond d'investissement,
qui peut bénéficier de la réduction fiscale, on le met en priorité pour des gens qui payent l'impôt sur le revenu. Oui. Mais c'est vrai que en fait, c'était 25% avec l'obligation de s'engager sur 5 ans. Donc en fait, si on regarde sur 5 ans, ça fait un taux de rémunération de 5%. Après, l'idée, elle n'est pas que les gens ils retirent leur argent au bout de 5 ans et on est bien dans l'idée que ce soit un placement sur le long terme. Mais voilà, c'est pas négligeable comme facteur incitatif. Ouais. Une question. Comment vous faites parce que tout à l'heure vous parliez de l'entretien du terrain pour la commune qui était trop important. Et du coup, Terre de Liens, comment elle gère Ouais, donc là je vous ai pas montré, c'est la photo des maraîchers là sur Aubagne. Donc en gros, il y a donc la foncière, elle gère, elle signe les baux. Donc c'est des baux ruraux qui sont signés avec des agriculteurs et de manière générale, donc ce qui était pas tout à fait le cas sur Aubagne, c'est qu'on n'achète que s'il y a déjà des porteurs de projets d'identifier. Parce que sinon on peut se retrouver ça peut devenir très compliqué d'engager, lancer des appels à candidature, de faire des sélections de projets, etc. Donc la plupart du temps, quand on intervient, c'est que même souvent c'est des porteurs de projets qui viennent nous voir en disant nous on voudrait s'installer, soit on n'a pas le capital pour s'installer, ou soit on veut pas devenir propriétaire. Et dans ce cas, on fait appel à vous. Là, c'était un petit peu différent. Donc, je crois qu'il y a eu une recherche en même temps de maraîchers locaux. Et après, donc, ils signent des baux ruraux environnementaux. Donc ça, c'est une particularité que peut mettre en œuvre pas toutes, notamment les acteurs publics, tout ce qui est association agréée, protection de l'environnement. Et puis Terre de Liens peut le faire. Donc en gros, on signe un bail avec des clauses environnementales et on étudie avec le fermier quelles sont les clauses. Donc notamment, il peut y avoir obligation de mode de production en agriculture biologique, entretien des infrastructures écologiques. Donc au tout départ, il y a toujours un état des lieux du site pour voir quels sont les éléments remarquables, comment les gérer. Et derrière chaque projet, il y a aussi systématiquement un groupe de citoyens qui est mobilisé pour contribuer à la collecte locale, mais aussi après pour contribuer au projet. Donc souvent, il y a sur certaines fermes des chantiers collectifs d'entretien des haies ou de plantation d'arbres, etc. Donc après, il y a toute cette dynamique autour de l'amélioration de la qualité environnementale des fermes. Et oui, voilà. C'est pas systématique, mais c'est dans la plupart des cas. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que Terre de Liens, on est un propriétaire a priori quand même compréhensif, c'est-à-dire qu'un des risques, c'était de se dire, oui, mais si l'agriculteur il perd son agrément pour pas grand-chose, ça veut dire que c'est un motif de résiliation de bail, etc. Donc après, l'idée, c'est de ne pas être dans une posture procédurière, mais plus de suivi et d'accompagnement. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, le bail avec des clauses environnementales, il n'est pas disponible pour tous les propriétaires parce que ça peut être facteur de précarisation des baux en disant finalement, si on met des clauses environnementales et qu'elles ne sont pas respectées, c'est un motif de résiliation du bail et ça met l'agriculteur en difficulté. Donc, et notamment, il y a un acteur, la Confédération paysanne, qui est un des syndicats qui œuvre beaucoup en faveur du droit des paysans, qui s'est positionné contre ces clauses environnementales, alors même qu'il prône une agriculture respectueuse de l'environnement par rapport à la protection du fermier. Ouais, vas-y. Non. Est-ce que vous êtes plus sollicité Si on regarde, peut-être on peut regarder la carte de France juste pour.
Non, en fait, là, vraiment, ce projet-là, on va dire qu'il est assez exceptionnel. Enfin, je vous disais, il a suscité beaucoup de débats. Il est encore en travers de la gorge des Limousins qui, voilà, sont aussi sur d'autres problématiques. Enfin, il a posé des soucis. Donc, on va dire, ce cas-là, il est assez exceptionnel par rapport au coût du foncier, hein, on n'est pas du tout sur ces ordres de prix-là par ailleurs. Après, si on regarde, il y a quelques projets. Il y a même trois projets maintenant sur la région parisienne. On a un projet, le Jardin des Vertueux, donc qui est en Picardie, là qu'on voit dans le nord de la France. Vertige en Nord-Pas-de-Calais. Après, sur la région Rhône-Alpes, on a une ferme en zone urbaine de Chambéry. Et après, c'est sur du périurbain. En zone urbaine, vraiment, il y en a peu. Enfin, il y en a encore peu, ouais. Voilà. Après, c'est vrai que ce que je voulais souligner, parce que j'ai repris, enfin, sur la question des outils, peut-être pour redire quelques éléments, donc on a évoqué la question des outils d'aménagement du territoire, donc on parlait du plan local d'urbanisme. En gros, pour protéger plus fortement les terres agricoles, et ben, ça va être la zone agricole protégée ou les périmètres de protection des espaces naturels et agricoles qui offrent plus de protection. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des outils qui garantissent la vocation agricole des terres, mais qui ne garantissent pas leur valorisation et leur gestion respectueuse. Donc, disons que enfin, tu le disais, Colline, tout à l'heure, c'est pas suffisant comme outil. Zut. Euh, Juste sur le PAEN qui était évoqué, c'est le seul outil parmi ces outils qui associe un zonage plus un programme d'action. Donc il prend vraiment la mesure il suffit pas de sanctuariser les terres agricoles, mais il faut aussi envisager un projet de développement de l'agriculture sur ces zones. Donc on est encore... Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de moyens qui ont été alloués, donc c'est les conseils généraux qui mettent en œuvre cette politique, sauf que l'État n'a pas doté les conseils généraux de plus de moyens, donc on se retrouve avec les mêmes problèmes. Et puis, une seconde catégorie d'outils, c'est les outils de la maîtrise foncière. C'est ce qu'on a évoqué là, c'est-à-dire que des acteurs, alors je mettais d'utilité publique, en tout cas des acteurs qui garantissent qui peuvent apporter des garanties sur le long terme, se rendent propriétaires de ces terres afin de garantir leur vocation agricole sur le long terme. Donc leur intervention, elle peut se faire soit par des droits de préemption de la SAFER, mais aussi des collectivités. Par exemple, il y a de gros enjeux sur les zones de captage d'eau potable où moi je connais un cas où il y a eu même une déclaration d'utilité publique de la collectivité pour pouvoir même exproprier des agriculteurs de la zone afin de s'assurer que ces terres soient converties en agriculture biologique sur le motif que ça devient obligatoire pour garantir la qualité de l'eau d'avoir ces zones qui soient en agriculture biologique et respectueuse de l'environnement. Donc ça passe donc le droit de préemption qui permet en gros d'intervenir et puis de récupérer les terrains, de les acheter. Et donc la maîtrise foncière, ça passe par l'acquisition et puis après la possibilité de mettre en place des baux ruraux environnementaux. Donc en gros, on garantit à la fois la vocation agricole et une gestion respectueuse. Et puis après, je mettais tout ce qui est les outils de préservation de l'activité agricole. En gros, là, on n'est pas sur des outils de protection du foncier, mais plus sur des programmes de développement agricole, l'aide à l'installation, les mesures agro-environnementales, tout ce qui va être développement des filières et qui sont nécessaires pour le développement de l'activité agricole. Donc je pense que c'est bien d'avoir en tête qu'il ne suffit pas de sanctuariser les terres agricoles, mais bien d'avoir des moyens pour assurer que ces terres elles soient au profit d'agriculteurs ou via des jardins ou autres, mais voilà, qu'il y ait des moyens pour qu'elles ne restent pas en friche. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou sur d'autres aspects qui n'auraient pas été éclaircis? La petite parcelle qui a été achetée en plus, Ouais.
Ouais, c'est pour avoir un logement pour l'agriculteur et puis il me semble qu'il y a eu l'opportunité de la vente en même temps. Alors c'était... euh, Il me semble qu'il y avait deux phénomènes. Il y avait des terres en friche depuis longtemps et puis une personne qui partait à la retraite. Euh, je le trouve pas, mais... mm, mm, mm. Euh, ouais. Mais en gros, c'est qu'il y a eu des ventes, en fait. C'est lié à des ventes et des opportunités de vente. Ouais. Euh, En fait, l'idée, c'est de garder un lien. Et notamment, le fait qu'il y ait des groupes locaux de citoyens qui soient mobilisés, c'est aussi souvent des consommateurs de la ferme. Donc, il y a forcément un lien, un suivi. Des rencontres régulières ou des chantiers. Après, c'est très disparate selon les projets. On a aussi fait le constat qu'il y a des fermes où il n'y a pas de groupe local, et que c'est pas si évident non plus. En gros, on n'a pas de droit d'ingérence. On est bailleur, propriétaire, et après on loue, mais les personnes après elles font bien ce qu'elles veulent. Donc c'est vrai que ce qui est pas évident, c'est le travail en amont d'analyse des projets pour s'assurer. Parce qu'on se retrouve aussi avec des gens qui veulent s'installer, qui n'ont pas la formation, ou qui vont se retrouver avec des emprunts démesurés par rapport à leur capacité de production, etc. Et ce qui fait qu'en amont, c'est pas évident il y a un gros travail en amont d'analyse des projets qui permet de mettre les garde-fous, mais sauf qu'après, en gros, on ne peut pas agir, mais en tout cas, on est quand même en alerte. Et si on voit des situations compliquées, si on n'est pas en capacité d'accompagner, on est en capacité d'alerter d'autres acteurs aussi. Et souvent, les projets, ils sont aussi menés en lien, soit avec des ADR ou d'autres acteurs du développement agricole local. Mm. Il y a une association, mais qui est une association de producteurs. En gros, c'est des gens qui ont décidé de vivre de manière collective et donc qui n'ont pas de statut d'installé individuel. Donc tout l'argent va à l'association et ils gèrent de cette manière-là. Mais après, c'est vrai que la question s'était posée d'acheter des terrains pour les jardins de cocagne qui font des jardins d'insertion. Et il me semble qu'il n'y a pas eu de projet d'abouti jusqu'à présent. C'est vrai qu'à la base, on a créé un outil qui était vraiment destiné à aider l'installation d'agriculteurs, donc dans une visée installation professionnelle, d'une activité économique. Après, voilà, il y a pas encore. Je pense que la question, elle n'est pas vraiment tranchée et on n'a pas eu l'occasion de la trancher, j'imagine. Il y a même des fermes où il y a des écoles. Par exemple, la ferme de Chambéry, là, en gros, il y a une école Steiner sur place. Et il se trouve que c'est une ferme qui, du fait justement d'un PLU qui a été révisé, des difficultés à transmettre les baux et de la précarité, parce qu'en gros, Terre de Liens achète une partie, mais une autre partie était en location. Aujourd'hui, se pose la question de la viabilité de la ferme, parce que par exemple, on avait des gens qui étaient prêts à s'installer sur ces terrains et finalement qui se sont retirés. Et sauf que le projet, il était viable pour ces gens-là, mais après, il faut trouver des gens qui soient prêts à s'installer. Et des fois, ça pose des questions de viabilité. Donc, on va se retrouver, je pense, dans quelques années aussi face à la question de la transmission, parce qu'on est on se retrouve avec des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, qui ont fait un choix de projet de vie, mais quand ils deviennent locataires de Terre de Liens, c'est pas à vie. Et de ce que j'imagine et de ce que je vois de l'évolution du monde agricole, on va être aussi sur des changements de vie qui vont faire que ces gens-là, peut-être que dans 10 ans, ils vont faire le choix d'un autre projet de vie ou d'un autre projet professionnel, et qu'on va se retrouver avec des départs et donc à gérer ce qu'on évoquait, appel à candidature, trouver des gens. Donc je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines, parce qu'on a créé, on se retrouve responsable de 100 fermes et pour le coup on peut critiquer les terres qui sont en friche, mais en tout cas, on a une responsabilité forte de faire en sorte que ces fermes, elles restent vivantes. Et voilà.
quand j'évoquais la problématique de la transmission pour Terre de Liens, c'est une des grosses problématiques aussi aujourd'hui, c'est qu'on a, alors je sais pas selon les régions, mais en tout cas il me semble qu'en Rhône-Alpes par exemple, on a 2 tiers des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Donc c'est-à-dire dans 5 ans, ils vont partir à la retraite et pour la plupart, ils n'ont pas de repreneurs. Et pour beaucoup qui ont vécu aussi des difficultés, enfin pas forcément des parcours de vie en agriculture facile, et ben ils sont pas forcément non plus enclins à engager un processus de transmission. Donc au-delà de la mobilisation des terres en friche qu'on peut voir, il y a aussi toute cette problématique de transmission des fermes qui est importante à saisir pour préserver, enfin, pour l'avenir de la production alimentaire et agricole. Et d'ailleurs, enfin, juste un autre chiffre que je trouvais intéressant, donc je disais, il y a la plupart, je crois que c'est, j'ai les chiffres Rhône-Alpes, mais 2 tiers des agriculteurs qui s'installent en hors cadre familial, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas issus du monde agricole. Et il y a une étude récente qui a été faite et qui dit qu'en gros, les 2 tiers de ces personnes-là, elles veulent s'installer en agriculture biologique. Donc c'est intéressant de voir que sur des nouveaux profils d'agriculteurs, pour beaucoup, il y a un souhait de développer une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement. Et donc voilà, ça demande aussi un accompagnement particulier. Et, voilà. Ouais, Colline. Il y a une question particulière du bâti aussi. Quand l'exploitant agricole, il a vécu pendant 30 ans dans sa ferme sur son exploitation, est-ce qu'en même temps qu'il part à la retraite, on lui explique qu'il faut qu'il laisse aussi la place Ouais. et parfois, il n'y a pas de bâti sur les terres. Ouais. La question, c'était... C'est vrai que la question du bâti, elle est très problématique. C'est-à-dire que, Terre de Liens, au départ, l'idée c'était d'acheter des terres, et pour empêcher, voilà, pour qu'elles sortent du marché foncier. Sauf que, sans bâtiment, c'est difficile d'installer. Donc, on se retrouve aussi à ce qu'on nous propose l'achat de bâtiments. Et puis souvent, il s'agit de fermes où le bâtiment il est lié aux terres. Donc, si on déconnecte ça, on déstructure des fermes existantes et puis en termes d'investissement on se retrouve, les bâtiments c'est très cher aussi, et de même que le logement, l'accès au logement est compliqué. Donc ça a été tout un débat parce que en gros on sait que si on fait le choix d'acheter les bâtiments et le logement, on multiplie par 2 la somme investie, donc c'est 2 fois moins de projets qu'on peut faire, et en plus pour du bâti qui n'est pas de la terre. Et après, le choix, il a été fait quand même d'aller sur le bâti pour préserver, pour garantir la possibilité d'avoir une activité, une installation. Mais c'est vrai que sur la transmission, cette problématique du logement, elle est importante et elle pose souci aussi souvent, quoi. Au-delà de pas avoir de logement sur place, c'est aussi des fois des conflits. Si la personne, souvent les retraités, si la maison elle était au milieu du site, du siège d'exploitation, voilà, il y a le regard aussi du paysan à la retraite sur ce que fait le nouveau, etc. Donc c'est vrai que il y a toute cette question aussi sur l'évolution des modèles agricoles. Je pense dans cette problématique de transmission, il y a aussi d'accepter l'idée que ce qu'on a fait, et peut-être que ça sera autre chose derrière, et d'accepter de transmettre sa terre ou son bien pour quelque chose d'autre, et pour des gens qui sont peut-être pas issus du monde agricole. C'est tout des points de vue social, sociologique, des évolutions importantes et qui demandent un accompagnement spécifique parce que c'est compliqué. Ouais. Ouais. Pour Terre de Liens, à chaque fois, il y a une question d'intervention. Tout le montage que tu expliques qui est hyper complexe. Il faut trouver les parts solidaires suffisamment et tout ça. Ça doit se faire dans des délais extrêmement courts. On se retrouve dans une situation... Alors au début, on avait collecté beaucoup, donc on pouvait acheter assez facilement. Mais après, dans tous les cas, il faut le temps de l'étude des projets qui est longue. Et puis aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a pas l'argent disponible à engager. Donc il y a une nécessité de collecter 75% de la somme avant de garantir ça, avant d'acheter. Et souvent, il y a beaucoup de pression
soit de la part des vendeurs parce qu'ils sont pressés de vendre, soit par la part à ceux qui veulent s'installer. Et donc une des solutions, c'est vraiment l'intervention de la SAFER, parce que la SAFER, elle peut faire ce portage foncier. Donc, c'est-à-dire, elle stocke temporairement le bien, le temps que soit Terre de Liens collègue l'épargne, ou bien qu'on trouve le montage adéquat. Et puis après aussi, pour celui qui s'installe, des fois, il n'a pas obtenu encore les prêts, il est encore dans sa phase de montage du projet, et puis même de parcours à l'installation, c'est-à-dire de modules à valider pour valider le statut d'agriculteur, etc. Donc c'est vraiment le portage qui est la solution idéale. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup de conseils régionaux. Je vous disais, là, c'est la région PACA qui est intervenue, mais il y a beaucoup de conseils régionaux qui ont une convention de portage foncier avec la SAFER. Donc en gros, chaque année, ils investissent une somme d'argent pour que la SAFER puisse porter des fermes. Et après, localement, l'agglo, là, en l'occurrence, elle aurait pu aussi financer ces frais-là, qui sont pas négligeables. Alors, je crois qu'ils sont de l'ordre de 4% de la valeur du bien. Donc, voilà, sur des biens... Enfin, ouais, on est vite sur des sommes importantes. Ouais, en fait, c'est une question qui est pas simple parce que même des porteurs de projets ayant des valeurs, enfin déjà, s'ils vont choisir un mode de production respectueux de l'environnement, enfin qu'ils ont une conscience de la terre comme bien commun et l'idée que voilà, cette terre, elle va de la gérer sur le long terme, et que finalement le mode de propriété individuelle, il est pas cohérent par rapport à l'idée que la terre c'est une terre nourricière des hommes, etc. Donc on est de manière utopique sur aussi un questionnement de ça. Mais c'est vrai que moi je m'étais retrouvée avec des porteurs de projets, donc qui étaient prêts à s'installer sur une ferme et justement qui revendiquaient le fait de fiers de devenir locataire de Terre de Liens en disant nous on veut pas être propriétaire, on veut pas avoir la pression quand on ira à la retraite de pouvoir spéculer sur notre bien et tout ça. Et sauf qu'à un moment donné, ils ont dit non, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas à l'aise, on a besoin de se sentir chez nous. Et c'est vrai que ça, c'est une des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est-à-dire que même ça peut être inconscient que à partir du moment où tu es locataire, tu vas pas avoir la même stratégie de valorisation du bien, c'est-à-dire d'entretien, d'investissement pour faire que le lieu il perdure. Et quelque part, ça se comprend d'une certaine manière, et donc ça pose réellement des questions, parce que Terre de Liens ne peut pas assurer tous les investissements, et ça pose la question de quelle valorisation pour eux, et quand ils partent à la retraite, c'est clair que voilà, l'agriculteur qui a une retraite très faible, le fait de pouvoir vendre son bien à la retraite, c'est une des sources de revenus, et donc il ne l'aura pas avec Terre de Liens, donc ça pose d'autres questions ça questionne beaucoup de choses et on n'a pas encore réponse à tout. Après, il y a des idées qui émergent, mais c'est sûr que c'est quand même un engagement fort, et je pense que c'est pour ceux qui deviennent locataires de Terre de Liens, parce que quelque part ils font confiance au collectif, mais en même temps, c'est pas de tout repos non plus, parce que dans la question de la gestion du bâti, oui, qui investit, si j'investis à la fin, comment est-ce que je récupère? Donc il y a un des modèles qui est intéressant, c'est les terres du Larzac. Donc il y a eu donc les terres du Larzac, c'était un camp militaire qui, en gros, dans les années 79, je crois, autour de ces années-là, il y a eu tout un projet de mobilisation contre l'extension de ce camp militaire. Et donc l'État qui avait racheté tout un périmètre pour un camp militaire, et au final qui s'est pas fait. Et il a mis en location toutes ces fermes, un groupement collectif où s'installent les agriculteurs. Et donc ils ont expérimenté ce mode de gestion collective aussi, et ce qu'ils ont fait, le modèle qu'ils avaient choisi, c'est les agriculteurs en place investissent, mais sauf qu'à la fin le bien est réévalué, et en gros toute l'amélioration du bien ils peuvent le récupérer, et en gros c'est celui qui vient s'installer qui apporte cet argent là.
Mais après, ça me pose d'autres questions de est-ce que ça devient pas un facteur de discriminant pour ceux qui s'installent, puisqu'ils doivent apporter la somme correspondante à ça, et en même temps, si c'était pas eux qui le faisaient. Et donc là, à Terre de Liens, on travaille pas mal de choses là-dessus. Sur le logement, on commence à échanger, on travaille avec la Fondation Abbé Pierre et on commence à travailler avec les bailleurs sociaux parce que finalement le logement social, on est dans la même problématique et donc en gros il y a des financements qui permettent donc aujourd'hui on peut pas qualifier les logements de Terre de Liens de logements sociaux parce qu'en gros le logement social il permet ça se fait forcément sur des critères et on peut pas dire on fait un logement social pour telle personne. Enfin, c'est pas possible. Donc on réfléchit à d'autres montages, mais c'est une des pistes de travail, cette question du logement social. Oui, mais sauf qu'il est quand il est déterminé au début, on n'a pas de garantie que ce soit lui au final, quoi. Oui, oui. Mais voilà, donc ça c'est une des pistes. Et puis après, il y a la collaboration avec les collectivités en disant, finalement sur la question du bâti. C'est important qu'on soit pas les seuls à gérer ça et donc essayer de trouver des montages qui permettent que les collectivités elles investissent aussi donc soit dans le logement soit dans les bâtiments pour soulager un peu le poids de l'acquisition là-dessus. Voilà. Alors j'ai imprimé une présentation de Terre de Liens que je vous ai pas déroulée finalement donc elle est là et j'ai ramené quelques plaquettes et sinon j'ai quelques exemplaires d'un article donc, qui est rédigé en anglais d'une de mes collègues sur Terre de Liens qui peut vous intéresser. Et après, je voulais vous signaler que sur le site, donc il y a un site internet qui est tout nouveau et qui est bien fait. Et après, au-delà de ça, il y a au niveau de Terre de Liens, on est au sein d'un réseau européen avec d'autres structures qui réfléchissent aussi à toutes ces questions d'accès au foncier pour l'installation. Donc dans divers pays d'Europe. Donc après, vous avez tous les structures en question en Allemagne, en Belgique, etc. Donc c'est assez intéressant. Et puis vous avez un certain nombre d'articles aussi sur différentes initiatives européennes. Voilà.